But you know, Alva, you still haven't found that contract yet, have you? Vitello, there are 15 their Spiegel files. It's all I do all day. But you haven't found it yet, Alva. Now, don't you think it would be a good idea to stay late? Maybe work a little overtime? My eyes are killing me. Aw. Well, I was also thinking today that maybe you could put somebody else on the job for a while. Or another secretary to help me out. To make the job easier. Alva, there is no one else in this entire office that I could possibly ask to share such a horrible job. You're the lowest on the totem pole here, Alva. The lowest. Do you realize that? Every other secretary who's been here longer than you, Alva. Every one. And even if there was someone here who was here just one day longer than you, I still wouldn't ask that person to partake in such a miserable job as long as you were around. That's right, Alva. It's a horrible, horrible job. Sifting through old contract after old contract. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it. You have to, or I'll fire you. Do you understand? Do you? Good. Then there's no problem then, is there? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 39, émission C'est la merde, c'est de la merde et ici c'est les paradis. Tu surgis de l'oubli, ton paysage naît dans les nuages, fille de l'infini, narguant la mer, narguant le ciel d'étoiles. Oh, île. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Jean-Michel Karadec, donc appelée Oh Île. Nous allons parler de L'Île Rouge, nouveau film de Romain Campillo sorti dans les salles mercredi dernier. Ensuite, nous parlerons de Rainfield de Chris McKay avec Nicolas Cage. Et enfin, je parlerai du nouveau long métrage réalisé par Franck Gastambide, Medellin. Voilà, joyeux programme bigarré. Et donc, pour en parler, évidemment, il y a la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. Il y a carrément Florent. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, mais évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence pour parler de ce programme étrange. Nous allons revenir à des choses plus habituelles, on va dire, de notre cinéma la semaine prochaine. Encore que ça témoigne, cette fin d'année témoigne quand même qu'il n'y a pas grand-chose à se foutre sous la dent. Non, voilà, c'est entre l'exorcisme du Vatican, Rainfield, bon. Donc c'est partagé. Heureusement que nous avons des services de presse qui nous attendent. Oui. Voilà, en vidéo notamment. Donc voilà, nous allons avant de passer, à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, les news et agenda. D'abord, évidemment, c'est le rest in peace de la semaine à Jacques Rosier qui est décédé dimanche à l'âge de 96 ans. Donc voilà, cinéaste immense et très important et pourtant très peu productif depuis ses débuts à la fin des années 50, puisque donc le cinéaste contemporain de la nouvelle vague, c'était un peu le dernier des Mohicans avec Luc Moulet qui est encore là, bon pied, bon oeil. Ouais. Heureusement, parce qu'on l'aime bien aussi, Luc Moulet. Mais ouais, Jacques Rosier, moi personnellement, cinéaste que j'aime beaucoup. Pas forcément son premier film, donc Adieu Philippines, mais plus ce qu'il fait par la suite, notamment Maine Océan, Du côté d'Orwell et bien sûr Les Naufragés de l'île de la Tortue. Des films absolument merveilleux avec des acteurs toujours incroyables et un sentiment, une sensation de liberté comme rare était dans le cinéma, à la fois
dans ses personnages et dans sa manière de faire des films qui étaient pour le moins singuliers. L'homme qui a su utiliser Bernard Ménez. Au mieux. Il y avait aussi Pascal Thomas à l'époque qui a fait de très bonnes choses avec Bernard Ménez, mais notamment effectivement Ménez dans Du côté d'Arouette et dans Maine Océan. Dans Maine Océan, c'est absolument fabuleux. C'était pas du tout le personnage principal, sauf que Rosier était tellement admiratif de la capacité de jeu de Ménez que finalement le film dérive pour en faire finalement à un moment donné le seul acteur du film qui déambule. C'est absolument merveilleux. Donc voilà, Jacques Rosier qui vient de nous quitter à l'âge de 96 ans. Âge vénérable quand même. Donc, tout à fait vénérable. Il a bien vécu. Voilà, sinon, agenda. Donc je vous rappelle que le film de dimanche soir, donc le dernier de la saison, ça sera le 24 juin prochain, donc au cinéma Arvor, organisé par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort. Donc un après-midi de Chien de Sidney Lumet. D'autant qu'il y a 2 films de Sidney Lumet qui repassent aussi ce mois-ci à l'Arvor, notamment À bout de course dans le cadre des 100 ans de la Warner. Donc il y a plusieurs films du patrimoine Warner qui repassent dans différentes salles rennaises. Plein de Clint Eastwood aussi qui ressortent. Voilà. Il y a plusieurs Clint. Ça fait, il y a tout le monde bave un peu d'envie là. Ça fait un petit moment que j'en entends parler, moi, des 100 ans de la Warner et de tout ce qui va sortir. Il y a plein de gens qui piaffent. Disons qu'ils ont quand même un catalogue pas dégueulasse. Ouais. Voilà, pas dégueulasse. Donc il y a plein de choses, mais ils en profitent aussi pour ressortir Joker, par exemple, de Todd Phillips. Mais bon. Oui, dont on se branle un petit peu. Voilà, c'est ça exactement. Mais donc le 24 juin, Dog Day Afternoon, et il repasse aussi Daniel, donc son film qu'il avait fait après À bout de course au début des années 90, un film absolument merveilleux et qui sortira normalement à la rentrée vers fin septembre, début octobre chez Spectrum Film dans leur section parallèle. Donc je pense qu'on en reparlera à ce moment-là. Sinon, demain à l'Arvor, dans le cadre des projections de Monumental, il y aura le Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Donc voilà, film monumental par tous ses aspects, l'ampleur narrative, le visuel, la longueur du film, l'ambition de manière générale. Personnellement, pas mon préféré. Mais faut avouer, c'est quand même pas mal. C'est un film, en fait, c'est assez marrant. C'est vraiment typiquement le genre de film où il faut passer la première heure. Et il y a ceux qui passent la première heure de Barry Lyndon et ça se passe très bien, et puis il y a ceux qui butent, quoi, tu vois. Et faut pas stigmatiser ou quoi. Moi je comprends très très bien qu'on puisse se faire chier à 100 sous de l'heure devant Barry Lyndon. Moi je trouve que voilà, justement, je trouve que ça c'est pas que ça démarre, mais je trouve que ça devient moi je trouve que là où le film devient vraiment super génial, c'est quand justement tout se noue, tous les trucs qu'on a posés avant se nouent pour cette espèce de tragique presque ridicule. C'est une fable sur l'ambition et sur les. J'espère que vous avez noté quand même la puissance critique. Ça devient super génial. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, je trouve que le film devient vraiment bien quand tout s'écroule, en fait, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est-à-dire qu'il construit méthodiquement un truc super bien foutu, puis après, il montre comment le personnage principal il ruine sa propre existence comme une vieille merde. Et c'est vraiment un film sur la médiocrité humaine. Pour finir comme une vieille merde. Et c'est vraiment un film sur la médiocrité humaine. C'est un très beau film sur un personnage qui est extrêmement médiocre. Oui. Je trouve ça très bien. Et qui est détestable, qui est un salopard dès le début. Où au bout d'un moment, t'es du côté de sa femme, t'es du côté de son fils, t'es du côté de tout le monde sauf lui, quoi, tu vois. Donc très bel exercice. Et pourtant, on ne l'accable pas. Non, exactement. Non, c'est pour ça. Donc voilà, demain un film super génial, un film méga. C'est un film tip top, un film tip top méga. Ouais, super chouette. Et Stanley Kubrick, franchement, thumbs up. Franchement, Stanley Pouce en l'air, Stanley. Je sais pas qui c'est, ce Stanley Kubrick, mais franchement, il en a Stanley Kubrick. Il en a sous la godasse. Ah oui, voilà. Donc j'avais noté À bout de course, il repasse dimanche prochain le 11 à l'Arvor, À bout de course de Sidney Lumet. Cinéaste mineur s'il en est. Oui, c'est pas ouf. Voilà. Un petit bonhomme avec une grosse lunette là. Voilà, n'importe quoi. C'est pas sérieux ça. On sait qu'un metteur en scène, ça a un gros flingue dans la main, une barbe. Et un gros cigare. Comme John Huston. Et un gros cigare. Voilà, Samuel Fuller quoi. Ouais. Après c'est vrai. Mais donc, alors sinon, sortie nationale demain, il y a Marinette pour toi, Thibaut, ami du football. Ah oui, sur Marinette, le biopic de Marinette Pichon. Exactement. Légende du foot. Du foot féminin. Donc, j'ai bien compris que c'était du foot féminin, je doutais bien. Voilà. Première footballeuse à passer l'océan Atlantique qui allait jouer aux États-Unis, si je ne m'abuse, à l'époque où le foot féminin se passait aux États-Unis. Un peu comme maintenant. Le championnat de France est plutôt pas mal. Maintenant, tous les clubs européens ont une section féminine et tout se passe. Le niveau est très bon. Mais à l'époque, c'était vraiment l'Eldorado, c'était les États-Unis. Et Marinette Pichon y a joué. Elle a un super prénom, elle a un super nom de personnage, de second rôle de film français des années 50.
Mademoiselle Ah, Marinette Pichon. Eh ben, laisse-moi te dire que quand même, ça me turlupine. Ouais. Voilà. Eh ben écoutez, vous nous direz mon cher si un jour vous voyez ça. Dans un tout autre genre, demain il y a Transformers The Rise of the Beast. Avec des singes mécaniques. Ah bah écoute, moi j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit non, je m'en fous parce qu'il n'y a pas Michael. Puis après j'ai vu le gorille Transformers, je me suis dit peut-être. Réalisé par donc cet incapable Steven J. Caple, réalisateur de Creed 2. Donc voilà. Oh. Ah bah ouais. Mais déjà, le précédent spin-off Transformers Bumblebee avec John Cena en méchant était inintéressant au possible. Donc comme quoi, pour un concept aussi con qu'un Transformers, faut quand même... Moi, j'ai déjà fait Fast and Furious, donc je vais pas en refaire un deuxième dans le mois. Moi, c'est bon, dommage. Ça, c'est bon. Mais si t'as envie d'en parler, évidemment, c'est Ouais, le chef. Hein, on donc, va la semaine prochaine. T'auras ton créneau, hein, quoi qu'il arrive. Alors, sinon, il y a Waouh, le nouveau film de Podalides, hein. de Podalides qui sort. Donc moi, j'aime bien Podalides. Pourquoi pas. Avec ce sous-genre de la comédie française qui serait la comédie MK2 un petit peu, ou yvelinoise, on va dire, qui a son charme et qui, moi, me plaît. C'est plutôt bien écrit. Chez Podalides, c'est toujours bien joué, généralement, c'est drôle. Dans un autre genre, il y a Des mains en or de Isabelle Mergo avec Balasco et Lambert Wilson. Ah oui, j'ai vu ça. Non, t'as l'air moins convaincu. J'ai vu l'affiche, ça m'a pas méga donné envie. Ouais, c'est Lambert Wilson, c'est un super écrivain trop balèze. Il a un peu l'angoisse de la page blanche. Un jour à la plage, il rencontre Balasco qui se met à le tripoter parce qu'elle est genre masseuse hypnotique, machin, vieille bique sapajou mystique là. Puis là, il se dit peut-être que si c'était ça la vie, marcher pieds nus dans le sable avec une vieille bique. Isabelle Mergo. Ouais. Ok. Voilà. Hein. Sinon, Isabelle Mergo qui était connue pour être dans la bande à Ruquier. Exactement, c'est ça. Une quinzaine d'années. Voilà. C'est ça, Isabelle Mergo. Et qui avait déjà réalisé un film, je vous trouve très beau, avec Michel Blanc. Ouais, mais qui était pas. Wow, Enfin, qui était. T'as un téléfilm. Mais qui était pas non C'était un plus, téléfilm. c'était pas thème, quoi. Non, de oui, Patrice non, Sébastien, non. tu Bah vois, non, mais c'est normal. C'est. On peut pas. C'est ça, c'est où il y a une fille, il se maque avec une fille de l'Est, c'est un paysan. C'est ça. Ouais. Oui, c'est gentil. C'était pas, c'était inoffensif, mais c'était pas non plus ridicule, quoi. Oui. Donc, c'est pas gênant comme ça. Bon, je vais pas pour autant aller forcément voir le nouveau film d'Isabelle Mergo. Faire le panégyrique d'Isabelle Mergo. Je vais peut-être pas forcément me faire ça, quoi. Il y a pas d'autres choses qui sortent, genre du Wes Anderson et tout ça, c'est pas la semaine encore, prochaine, c'est plus tard. Et sinon, il y a un polar avec Pier Francesco Favino, Dernière nuit à Milan, qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, polar italien sec. Et surtout, demain, il y a normalement la ressortie de l'intégrale, mais pas encore tout à Rennes, des films de Jean Eustache. Ah oui. Voilà, parce qu'enfin, les droits sont tombés. Boris a lâché, les films sont restaurés. Après La Maman et la Putain, l'année dernière, tous les autres films d'Eustache ressortent, notamment ce que je trouve son plus beau film, son sur-chef-d'œuvre, Mes petites amoureuses. Film absolument merveilleux et magnifique qu'on vous encourage à aller voir. Vous allez pleurer. Voilà. Si vous êtes au chômage, vous avez du temps, donc vous avez du temps pour aller voir du Jean Eustache. Surtout si ça passe au TNP, parce que ça passe à des horaires. Voilà, à 15h15, ça passe le dimanche à 10h. Ou alors en semaine à 14. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, on va passer à la section critique de cette émission. On va se diriger vers l'île Rouge, donc de Madagascar, où il ne faut pas penser à demain. Tard le soir, les néons de la vie.
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était No Filter avec Ne pense pas à demain, donc No Filter au groupe de punk de Voiron. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Où est Voiron, Thibaut? Voiron, c'est pas très loin de Grenoble. Ah, bah, c'est votre quartier, quoi. Voilà, j'ai déjà fait des concerts à Non, Voiron. bon, évidemment. Donc voilà. Point géo de l'émission. Toujours vérifier où on en est sur la géographie. Alors, c'est toi le géographe de l'émission, de toute bah façon, oui. donc, Ce sont ses études. alors que nous, on a déjà du mal à situer l'Albanie, alors bon, voilà. Bah déjà, Voiron, tu vois, chez nous. Voilà, chez nous, déjà, c'est pas que c'est compliqué. Alors bon. Donc, rien à voir avec Voiron, puisque là, nous avons... Super musique, entre Voilà. parenthèses. Donc, nous allons Tout à partir fait à ma came. Madagascar. Donc voilà, à la pointe sud-est de l'Afrique. Donc, c'est juste au niveau de la Réunion, voilà, pour citer un département français. Et donc... Donc, c'est pas très loin. Entre la Franche-Comté et la Réunion, en fait. donc film de Romain Campillo, son nouveau film 5 ans après 120 battements par minute, déjà, ça fait un petit moment. C'est vrai que ça fait un moment qu'il n'avait pas tourné. Voilà, film qui avait divisé les membres de la rédaction ici à cette époque, mais son deuxième long métrage avait plutôt, on va dire, emporté tous les suffrages. Eastern Boys. Ouais, Eastern Boys, voilà. Moi, personnellement, je suis moins convaincu. Mais donc là, film qui se passe, on va dire, début 70, entre 70 et 71, à l'époque de la fin de la présence française sur l'île de Madagascar, 10 ans après son indépendance. Mais évidemment, la France étant la France, Madagascar est resté un pays ami, même je dirais un pays frère avec Madagascar. Un pays du précaré. Exactement, pour l'aider dans sa transition démocratique et pouvoir aider le peuple malgache à aller vers sa destinée. Bien sûr. Avec l'argent. Et lutter contre la corruption, bien évidemment. Sûr, et lutter contre la corruption. Heureusement que la France était là. Donc ça se passe à ce moment-là dans une base militaire. On va rester quasiment presque tout le film au sein de cet enclos militaire, entre guillemets, dans lequel un jeune garçon d'une dizaine d'années, pas très habile, on va dire, dans les relations sociales et qui préfère s'enfermer... Mais très observateur. Mais très observateur, parce que c'est important, qui préfère plutôt s'enfermer dans la lecture des aventures de Fantomette, justement, alors que son père est militaire. Il va un petit peu évoluer tout ce microcosme, alors que, on va dire, en fond de plan, même en arrière-plan presque sonore, ont lieu des événements d'une révolte malgache contre le pouvoir en place et donc contre l'État français aussi par corrélation, commence à gronder et va prendre de plus en plus d'ampleur, on va dire, dans le fil narratif du film. Et donc, déjà, un dispositif assez particulier, puisque le film est tourné en format carré, enfin presque carré, en 4 tiers, enfin en 1,33. En 1,33. Je pense que c'est du 1,33. Je pense que c'est du 1,33. J'ai pas été mesurer l'écran, mais je dirais que c'est du 1,33. Qui déjà en termes formels, parce qu'on sait que Romain Campillo est quand même un cinéaste français qui est intéressé par la forme, et ça se voyait dans ses précédents longs métrages, dans la forme et notamment dans la manière de représenter un groupe et de comment le filmer, de comment, on va dire, représenter la parole militante et la parole politique. C'était notamment à l'œuvre dans 120 battements par minute, ce qui donnait, je trouve, parmi les plus belles scènes du film. Il y a à la fois de ça là-dedans, mais évidemment, de par ce format-là, quelque chose de plus resserré qui, au début du film, participe à un côté étrange, presque l'impression d'avoir une carte postale, mais pas une carte postale qui serait forcément belle ou agréable, parce qu'on sent que derrière, on va dire, cet effet de carte postale, avec la très belle photo, avec le format carré, il y a quelque chose de plus insidieux qui gronde, à la fois dans les relations familiales, dans la manière dont l'enfant voit ses parents et, on va dire, les rapports avec les autres adultes, et évidemment au fond du cadre, on va dire, la révolte malgache. Docteur. Alors ouais, c'est vrai que c'est un film qui est... Alors déjà, il faut préciser quand même que c'est pas un film politique au sens où c'est pas un film de reconstitution historique véritablement. Et non, c'est un film qui est basé sur des événements réels. Donc voilà, c'est basé sur des événements réels, mais il faut pas s'attendre à ce que le film aurait pu être finalement, c'est-à-dire une famille plongée dans des troubles dans un pays qui n'est pas le sien, et comment elle va se retrouver finalement confrontée aux contradictions, à ces contradictions, etc. Bon, voilà. Et c'est pas vraiment le sujet du film en fait. Enfin, disons que c'est pas c'est pas du tout traité de cette manière. C'est pas le corps du film. Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a relativement plu déjà dès le départ, c'est le choix du point de vue, c'est-à-dire d'avoir un point de vue enfantin sur une situation. C'est-à-dire que il y a une manière de mettre hors champ finalement ce qui se passe à l'extérieur de la base, qui est le hors champ est hyper important là-dedans. Hyper important et qui est cohérent parce que justement la base, parce que le 4 tiers, il y a tous les dispositifs, je vais dire dramaturgiques, de décor sont faits pour
créer ce hors-champ là. Et parce que vu qu'en plus c'est un enfant qui du coup n'a pas accès à, on dirait, à toutes les Exactement. informations, c'est juste sur quelques observations qu'il voit. Exactement. La majorité des choses et des choses importantes notamment lui sont cachées. Et alors là, il y a un truc intéressant qui se passe avec le spectateur, moi je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, alors même si on n'est pas spécialiste de Madagascar, on comprend assez rapidement le rôle des parents militaires, voilà ce qu'ils font. Ils aident les troupes gouvernementales à mater la révolte des paysans. Voilà, c'est pas montré, mais il y a des petites scénettes comme ça au fur et à mesure du film. Et ce qui est intéressant justement, c'est que il y a cette espèce à la fois de complicité et de décalage, c'est-à-dire de complicité avec ce gamin. Il y a une scène au début en fait où il est en train de, parce que ça commence pas en fait à Madagascar. Ça commence par une séquence de Fantomètre. Oui, parce qu'en fait, dans le film, les passages où entre guillemets, il lit Fantomètre sont représentés voilà. à l'écran. D'une manière assez sympatoche en plus, moi je trouve, avec des acteurs fille, masqués, voilà. avec des acteurs masqués, avec des espèces de décors de maquettes, avec des acteurs incrustés dedans, une espèce de côté un peu old school visuellement, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et donc du coup, moi je trouve que c'est une bonne manière de nous montrer déjà le monde à travers, voilà, de nous dire qu'à travers de qui on va regarder les événements. Mais en plus, ce qui va être intéressant, c'est que en fait, il traîne toujours dans les pattes de ses parents, et ses parents se rendent pas forcément compte qu'il est là. Et d'ailleurs, lui, il y a plusieurs il est scènes. sous les tables, Il écoute, il regarde à travers les. Et en fait, il est pris dans cette espèce de. Alors ça, c'est intéressant. Je trouve qu'il est pris dans cette espèce de boîte, qui est une ancienne boîte de déménagement qui est dans le jardin, qui est sa cabane en fait, dans laquelle il est, à l'intérieur duquel il lit Fantomètre. Donc il est dans une boîte qui elle-même est dans une boîte, qui est la maison, qui elle-même est dans une boîte, qui est l'île. Et en fait, je trouve qu'il y a un enchâssement de boîte. Et oui, il y a un côté poupérus, je trouve, qui est assez intéressant sur le plan formel, sur le plan dramaturgique. Et puis, il y a le fait que, justement, au bout d'un moment, nous, on regarde cet enfant avec nos yeux d'adulte. Et en fait, du coup, il y a ce que lui comprend du monde, il y a ce que nous, on sait du monde, et c'est un peu la jonction, comme ça, je trouve, entre les deux. Et ça donne un réel, justement, qui est un réel qui n'est pas un réel réaliste. Non, parce que c'est comment est-ce que la fiction, du coup, irrigue la compréhension du réel, justement par les biais des scénettes avec Fantomètre. Et comment parce que quelque part, la morale du film passe par Fantomètre, en fait. Oui. En tout cas, ce que la leçon que le gamin apprend à la fin du film, qui est que les gens autour de soi qu'il y a de l'ambiguïté chez l'être humain. Et c'est un moment ce que lui dit la petite fille avec qui il traîne. Qui est super. Et ce que fait Fantomètre, c'est que le rôle de Fantomètre, c'est de révéler l'invisible. Derrière chaque personne, il y a en fait un autre personnage, quelqu'un de probablement un peu plus trouble et qui cache des choses. Et donc, c'est ce que le gamin va aussi essayer de repérer et de voir dans les figures réelles. Donc dans les adultes, c'est de voir l'invisible. Et donc évidemment, derrière l'invisible, il y a toutes les complexités sociales, politiques et conjugales. Parce que c'est surtout un film de séparation. Enfin, je veux dire, en creux, il y a le destin du père et de la mère. Et moi, j'ai trouvé que c'était très finement amené. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien filmé en fait. C'est-à-dire des regards entre les parents, c'est pas des grandes, il y a pas de grands mouvements en fait, il y a pas de grands mouvements dramatiques. Il y a pas de gens qui que ça soit sur le côté historique ou le côté conjugal, on n'est pas du tout là-dedans. Ça se passe à pas feutrer, mais c'est pas Maïwen quoi, c'est pas voilà. Et justement, c'est intéressant parce que là encore une fois, ça renforce l'identification avec le personnage principal parce qu'en fait, le film lui-même nous invite à plisser les yeux. Et il y a un moment dans le film, littéralement comme ça. Il y a une scène dans le film que j'ai trouvé ça super intelligent parce que j'avais jamais capté ce truc-là. Parce que alors le truc c'est qu'il faut bien que je précise que moi j'ai lu Fantomètre quand j'étais gamin. Donc, ça faisait partie des trucs avec le club des 5, le clan des 7. Et en fait, alors moi quand j'étais gamin, en plus il n'y avait pas d'histoire de bibliothèque. Enfin, il y avait bibliothèque rose, bibliothèque verte, mais moi j'avais pas du tout conscience que bibliothèque rose c'était censé être pour les filles, bibliothèque verte pour les garçons. Ce qui fait que moi je lisais de tout. Et donc du coup je lisais du Fantomètre. Et moi Fantomètre, je trouvais qu'il était progressiste. Non, c'est juste que je me rendais pas compte. Et en fait Fantomètre, je me suis jamais rendu compte non plus. Et Fantomètre, c'était super, effectivement. C'était un côté super héroïne. T'avais envie d'être comme elle. Et t'avais effectivement. Et il y a un truc qui est dit dans le film que moi j'ai trouvé super sympa. C'est quand la petite gamine, elle explique donc au jeune héros et qu'elle lui dit en fait. Quand elle remarque quelque chose, Fantomètre, c'est marqué en italique dans le texte, et que quand c'est marqué en italique, c'est comme si elle plissait les yeux. Et je me suis dit, j'avais jamais pensé à ça, c'est super. 40 ans après, c'est super poétique comme manière. Comment est-ce qu'une typographie peut évoquer un état d'esprit ? Et moi j'ai trouvé. Mais de toute façon, toutes les scènes avec les deux gamins, de toute façon, tous les acteurs sont bons dans ce film-là. Mais les scènes avec les deux gamins, moi je trouve que pareil, la petite fille, ça. Enfin, et c'est marrant parce que pendant toute une partie du film, je me suis dit, mais en fait, on est un peu dans le grand chemin. Oui. Tu vois
en moins cru, tu vois, et quelque part en moins cruel aussi. Mais il y a ce côté-là, ce côté de découvrir le monde des adultes, découvrir des adultes qui se touchent, qui s'aiment moins. C'est les scènes de danse à la fin du film à laquelle il insiste, avec justement aussi cette espèce de rapport à la masculinité qui est quand même vachement particulier. Parce que donc il y a aussi des personnages périphériques autour, donc des bidasses à Madagascar. Donc évidemment, il n'y a pas que des sympathiques larrons, il y a quand même un paxon de militaires bourrés qui aiment aller soulever la cuisse de l'indigène, on va dire. Effectivement. Il y a une révolte de prostituées dans le film, une attaque de checkpoint. Et qui justement, et là on en parlait tout à l'heure, qui me faisait penser justement un peu. Moi, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça c'est de la scène de film de zombies. Oui. C'est-à-dire, c'est marrant aussi parce que du coup ça fait une nouvelle chose, ça fait l'irruption du réel dans le contexte du film, et ça participe au caractère légèrement fantastique qu'il y a dans certaines scènes. Oui, parce que alors c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'effectivement il y a une espèce de sentiment de menace comme ça qui plane. Et en fait, moi je me suis dit... hors-champ présent. Ouais, exactement. Et moi je me suis dit... quelque part, j'espère que ça va pas virer justement à l'attaque de la base et ils vont devoir se protéger et nos héros. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'en fait, dans la première partie du film, en fait, Campillo, il installe une véritable empathie du spectateur vis-à-vis de ses personnages. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils font des trucs pas clairs, on sait qu'ils sont ambigus. Pour autant, tu vois, le père, par exemple, moi je trouve que le père espagnol, c'est un très bon exemple parce que c'est un personnage où on sent une violence chez ce mec-là. Et en même temps, c'est un mec qui aime ses enfants. Enfin, tu vois, on sent qu'on a du mal à juger, énormément de mal à juger les personnages. Pareil, la mère qui est en train de cesser d'aimer son mari. Il y a une espèce de compréhension du spectateur vis-à-vis de tout ça. Et donc, en fait, quand tu installes comme ça une empathie pareille vis-à-vis des personnages, le risque, c'est de les placer face à des antagonistes qui du coup deviennent caricaturaux. Et là, les antagonistes, ça aurait pu être que les malgaches. Donc, ça aurait été, à mon avis, une erreur d'appréciation que d'aller vers cette chose-là, quoi. Mais et du coup, ça passe par justement des espèces d'emprunts comme ça, au polar, au fantastique. Mais il y a des moments sur la fin, je sais pas pourquoi, quand vraiment, on va dire, Fantomette s'incarne dans la vraie vie, on va dire, il y a certaines séquences qui m'ont fait penser au film de Pierre Scholler, où il y avait toujours dans ces trucs hyper réalistes un passage vers le fantastique ou vers le rêve. Il y a ça dans L'exercice de l'État et dans Un peuple et son bras notamment, où d'un coup ça vrille avec pas des effets qui sont forcément grossiers en termes de mise en scène, mais c'est plus des figures visuelles qui vont surgir et qui d'un coup en fait font revoir la véracité ou le rapport au réel qu'ont les personnages. D'ailleurs, moi je trouve que c'est une des questions, parce que par exemple, moi je me suis posé une question sur la scène de l'exorcisme du jeune soldat. Est-ce que c'est une scène qui a lieu dans la réalité ou est-ce que c'est ce que le gamin imagine ? Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est un fantasme du gamin, parce que ça correspond pas trop en fait à la psychologie du prêtre. Par un prêtre qui a d'énormes sourcils. Voilà, monsieur sourcil. Voilà, et il y a plein et alors, bon, sans trop révéler ce qui se passe à la fin du film, il y a aussi cette dernière partie, cet épilogue finalement, qui est un épilogue qui est vachement surprenant. Ce dernier quart. Ouais, parce qu'il fait en fait un truc que normalement on fait pas au cinéma, sauf chez David Lynch, qui est de changer de personnages principaux en l'espace d'une scène. On abandonne des personnages. Ouais, et en l'espace d'une scène, il abandonne tous les personnages qu'il a créés. On recommence un nouveau film et on arrive à recréer de l'empathie très vite pour ce personnage. Super vite. Et tout d'un coup, il fait rentrer dans le champ tout ce qui était hors champ. Et tout ce qui était hors champ, c'est évidemment la population malgache, la revendication indépendantiste. Et la langue. La langue, effectivement, puisque le film change de langue. Et j'ai trouvé que c'est... Alors, on pourra trouver peut-être ça balourd, on pourra peut-être trouver ça forcé, je sais pas, ou souligné, ou trop souligné. Moi, j'avoue que ça a confirmé, je veux dire, cette espèce d'intérêt que j'ai eu, cette espèce de sentiment que j'ai eu pendant le film, effectivement, d'être en train de plisser les sourcils pour voir les choses en italique, en fait. Voilà, j'ai vraiment eu ce sens. À la fin, tu peux les ouvrir. Exactement. Et j'ai vraiment, et voilà, et justement, qui n'est pas de nier justement ce qui est dans le hors-champ, en disant le hors-champ, il existe, mais il existe qu'au niveau sonore parce que j'ai pas les moyens de le montrer ou parce que je veux pas le montrer. Mais au contraire, si, il existe. Et vous allez la voir ce hors-champ, mais en pleine face. Voilà. Et avant de la voir, justement pour éviter aussi, à l'inverse du manichéisme, vous allez d'abord être enfermé on va d'abord être enfermé ensemble et on va sortir du camp. Et quand on sort du camp, et c'est marrant parce que finalement l'œil du spectateur prend le relais de l'œil du personnage. C'est-à-dire que le personnage lui reste dans le camp, mais quelque part ce processus de décilement, il est transmis en fait finalement au spectateur par. Il y a un accompagnement par un personnage tierce. Exactement, par ce basculement en fait dans la fin du film. Voilà, sur un plan narratif, sur un plan scénaristique, moi je trouve ça pas mal. Ouais, puis en plus ça donne une fin de film qui, en termes émotionnels et en termes super chanson fonctionne hyper bien. Où du coup, c'était pas le manque d'émotion, mais on va dire une émotion plus rentrée, presque plus dure, justement du fait des relations familiales, une émotion qui n'arrivait
pas à ressortir justement. Même s'il y a des moments, où ça marche. le face-à-face entre mère et fils devant la glace dans la salle de bain, il y a des scènes. Et alors la mère, alors moi en plus je trouve que l'actrice elle a un faux air de Uma Thurman, donc moi j'aime beaucoup. Qui a joué dans le dernier Ozon, je crois. Ouais, actrice que je connaissais pas du tout et qui est très très bien, moi je trouve. Tout le monde est très bien, mais alors la mère est particulièrement bien dans le. Et t'as vraiment, c'est marrant parce que j'arrive maintenant à mettre le doigt dessus et c'est marrant parce que vous allez me dire je suis obsédé avec ça quoi. Mais pendant tout le film j'étais en train de penser, je me suis dit pourquoi je pense à Spielberg et pourquoi je pense à The Fabelmans. Et en fait, c'est parce qu'il y a le rapport à l'enfance, déjà, le rapport à la mère. Et puis il y a ce regard enfantin sur la mère, espèce de regard de la mère comme une espèce de, non pas d'idole justement, mais justement comme à la fois la somme de toutes les femmes et en même temps quelqu'un de touchant parce que de faillible en fait, et de quelqu'un qui est déjà là, qui est là sans être là, enfin où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit de cette femme. Quelqu'un qui une espèce d'énigme, une espèce d'énigme féminine et en même temps un sentiment de proximité, d'affection hyper fort. Parce que c'est vraiment, j'ai trouvé que les relations entre les personnages étaient vraiment intéressantes à regarder et surtout super bien jouées quoi. Moi c'est ça qui m'a, moi je reproche souvent au cinéma français d'où ça joue un peu court Florent et moi ça me fatigue un petit peu quoi. Soit ça joue court Florent, soit ça articule pas du tout, ça marmonne, voilà, ça fait des marmonnes. Bon là je trouve que le casting il a vraiment bien bossé sur son casting et il a vraiment des acteurs qui sont globalement je trouve que quand même que Robin Campillo c'est un super directeur d'acteur. C'est un super directeur d'acteur. Il n'y a pas un petit côté aussi, parce que vous disiez là, des événements qui sont vus à travers le point de vue d'un enfant. Ça, moi, quand vous en parlez, il y a John Boorman, j'ai regardé un peu sa filmo avec Open Glory, La guerre à 7 ans en français, qui est pareil, qui est une espèce d'autobiographie de John Boorman, mais vue à travers le personnage d'un enfant de 7 ans qui se rend compte de l'atrocité de la Seconde Guerre mondiale. Le truc, c'est que c'est pas Requiem pour un massacre, c'est-à-dire que le gamin en lui-même ne voit rien. Ah oui, non, le gamin ne voit rien, style, mais il perçoit justement que c'est les choses que de l'autre côté des murs et que de l'autre côté du cadre de l'écran, il se passe quelque chose. Parce que le gamin, il est justement dans un genre de cocon, il est dans le camp militaire, il a finalement très peu de relations avec les malgaches, un petit peu à l'école, mais c'est tout. Mais sinon, non, c'est plutôt justement un gamin qui est dans un cocon, mais qui perçoit qu'il y a des choses en dehors de ce cocon. Ouais. Et puis en gros l'âge adulte quoi. Oui, complètement. Et moi j'ai trouvé qu'il y a des moments, puis des moments de scènes de réunion, des scènes à plusieurs. Et alors pareil avec des scènes de transition que j'ai trouvé vachement bien, des scènes de montage, transition de passage du temps, où on nous montre, où on nous fait passer le temps et où on une course en bicyclette, une course en bicyclette ou des séquences de vie. Le générique par exemple d'ouverture est super bien où tu vois les séquences de la vie quotidienne de ces gens, de ces expatriés dans cette base. Et pareil, déjà, tu sens en fait, par la musique, tout ça, tu sens qu'il y a autre chose qui est au-delà. La musique de Arnaud Robotini. Et en même temps, il arrive très bien à nous faire passer un truc, mais je pense qu'il est assez commun, je pense, à pas mal de gens qui sont expatriés, notamment qui sont nés en fait dans des pays étrangers, mais qui sont français, qui est le fait que cette espèce de douleur en fait à quitter. Et en fait, je trouve que l'arrachement. Et sans aller sur l'espèce de colonialisme rance ou de nostalgie colonialiste, je trouve qu'il arrive bien à faire sentir ce truc justement de gens qui ont vécu toute leur vie dans le pays, mais qui se disent du jour au lendemain, ben non, mais finalement, on n'est pas chez nous. En fait, chez nous, c'est la France. Et ça, c'est un truc qui est assez partagé. C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent en France, généralement, ils dépriment, quoi. Parce que les mecs, ils arrivent à Limoges, tu vois, ils arrivent à Amiens. Alors, c'est sûr, par rapport à Madagascar, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, quoi, tu vois. Super Amiens. Et je me souviens Melun. Voilà, moi, je me souviens, Melun, Lan, quoi, tu vois. Enfin, bon, voilà. Beauvais. On va pas dire du mal de toutes les villes qui sont pas la nôtre, mais voilà. Mais non, mais moi, je me souviens d'un documentaire, je saurais plus te dire comment il s'appelle, parce que je crois que le nom était en malgache. Je parle pas malgache, donc je confesse que j'ai oublié le nom du film. Et c'était un espèce de court-métrage documentaire photo, en fait, avec un mec qui montrait des photos, qui avait monté des photos de famille de lui petit, en fait, au moment où il a quitté, je me demande si c'est pas Madagascar aussi, au moment où il a quitté l'Afrique pour revenir en France, quoi. Et en fait, dans le court-métrage, il faisait très bien passer cette espèce de côté déprimant, en fait, où tu arrives en métropole et en fait personne n'a envie d'être là, quoi, en fait. Tu te retrouves dans des bars H&M. Exactement, quoi. Et j'ai retrouvé un petit peu ce truc-là aussi dans le film. Alors, je sais pas s'il y a une part autobiographique. Moi, apparemment, il y a une part quand même semi-autobiographique de la part de Campillo, même s'il lui dit que c'est pas un film autobiographique. Non, voilà. Il y a des éléments. Parce qu'il y a des moments, tu sens quand même que je dirais pas ça sent le vécu.
Mais parce qu'il y a aussi, il y a une scène par exemple qui est très bien, c'est la scène où on offre au petit gamin le costume de Fantomette. Où sa mère lui fabrique un costume de Fantomette. Et lui, t'as qu'à l'essayer. Et il y a ces deux grands frères qui sont à côté en train de faire les couillons, qui sont ados. En train de jouer avec des crocodiles. En train de jouer avec des crocodiles nains. Et là, il y a un truc super bien de regard entre le gamin et son frère, et où il sait qu'il peut pas mettre parce que sinon il va se faire pouiller par ses frères, il va se faire humilier parce qu'il s'est habillé dans un costume de fille, etc., et il doit attendre la nuit pour pouvoir le faire. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, c'est comment est-ce que finalement il y a une espèce de conscience justement des questions qui sont liées au genre, à l'homosexualité, sans que ça soit du tout sexualisé, mais que ça soit finalement il y a des espèces, là aussi des trucs au bord du cadre qui affleurent en fait, voilà. Et où le gamin, et on sent l'intelligence, et ça c'est très bien fait, moi je trouve qu'on sent l'intelligence du gamin, comment ça fonctionne dans sa tête et comment il apprend en fait en regardant les autres, et c'est pour ça que je me demandais si c'était autobiographique, parce que je me suis dit que c'est quand même un personnage plus, ça passe il fait tout par le regard, quoi. Parce qu'il parle très peu, effectivement, ça passe juste par son regard et le regard que les autres ont sur lui. Ouais, je trouve que il y a vraiment un truc cinématographique dans la manière dont lui approche la réalité. C'est pour ça que je me demandais quelle part d'autobiographie il y avait là-dedans, quoi. À vérifier, vous nous direz, chers auditeurs. Donc, L'île rouge de Robin Campillo, sorti en salle mercredi dernier. On va passer à un tout autre genre sans transition, mais transition quand même, avec une petite pause musicale avec le retour du patron. Beverly Hills Showcase était hier. J'avais check-in avec mon auto hier. Ou j'avais check-out avec mon auto hier. No click, no clack, no petit papier. Générique shit, mes bacs et mes Génétique shit, les crimes étaient Où est-ce que tu es, port de la chapelle Le soleil brise sur ma chapelle Oui, j'étais très rigoureux. J'étais très amoureux. Oui, j'étais très rigoureux. J'étais très amoureux. En attendant Godard sur Stylab, et donc c'était Risky avec Beachy Living. Risky qui vient de sortir son deuxième album la semaine dernière. Il en aura mis le temps, il a sorti une palanquée de mixtapes et d'EP dans les 10 dernières années, mais là donc c'est enfin son deuxième album. Paris vaut bien une messe, il est trop fort, bravo. Le fils de Metek, comme on l'appelait avant, donc Risky qui vient de sortir son deuxième album, absolument merveilleux.
Sans aucun rapport donc, puisque maintenant mes camarades vont parler de Renfield, réalisé par personne, à savoir Chris McKay, avec Nicholas Hoult. Qui n'est pas le petit frère d'Adam McKay. Non, Nicholas Hoult donc dans le rôle de Renfield. Pour une fois, le titre n'est pas mensonger, parce que ce n'est pas Renfield et Dracula, ou Renfield, Dracula et moi, mais c'est bien Renfield, donc le personnage principal de ce film, qui se passe donc à l'ère Dracula contemporaine. Renfield. Oui. Donc voilà, donc qui se passe à l'ère contemporaine. Renfield, ça fait plus de 200 ans qu'il bosse pour le Seigneur des Ténèbres. Il en a un peu marre quand même de son boulot d'avoir un patron toxique. Son patron toxique est donc Dracula, quand même le big boss des vampires, et qui est là est interprété dans un troisième rôle par Nicolas Cage, et qui donc ça va être leur relation de travail. Mais est-ce que c'est bien finalement de tuer des gens comme ça, et patati et patata. Donc c'est vraiment Nicolas Cage à l'ère de sa mémification technique presque, puisque donc on prend Nicolas Cage en tant que mème et on en fait un produit pour bande-annonce. C'est clairement ça. Ouais. Alors, Thibaut, Renfield, c'est Oui. vous qui vouliez en parler la semaine dernière. Mais oui, parce que j'avais Parce qu'on est vu- des vicieux. Mais parce qu'on est des oui, moi aussi vicieux. j'aime Nicolas Cage, mais il fait Parce quand même... qu'on aime Nicolas Cage, parce que le film se passe à la Nouvelle-Orléans, du coup on a des réminiscences de Bad Lieutenant Et Escale à pourtant, la Nouvelle-Orléans. rien à voir. Parce que entre 2-3 produits estampillés Nicolas Cage, il y a des propositions qui peuvent être intéressantes, type Mandy, Voilà, par exemple, qui date de de 2018. Cosmatos. Son dernier grand film étant Joe, qui date de 2012 ou de 2013, donc ça commence un petit peu à dater. Donc du coup, moi son dernier grand film, c'est Le Balionnant de Werner Herzog, mais bon, ouais, mais c'était ça pas date de quand ça 2009. Ouais, voilà. Sorti en 2010 en France. Donc voilà, moi je voulais quand même jeter un petit coup d'œil à Renfield, parce que je me suis dit, Nicolas Cage qui en fait des patates Et puis bon, ça fait 1h30. Ça va. en conte Ça Dracula, va. je me dis pourquoi pas. Je vous demande pas de vous justifier. Et en fait, pourquoi j'ai regardé ça, je me pose encore la question, parce que outre le grand carnaval, grand guignolesque de Nicolas Cage, Ouais, qui en ouais, fait ouais, des ouais. caisses et des caisses et des caisses, du coup ça fait toujours plaisir. Qui parce que- imite toutes les figures de Dracula du cinéma. Parce que Nicolas Cage est un acteur qui cabotine hyper bien, et il a une cote sympathique pour ma part en tant que spectateur, qui est toujours au top de C'est une personnalité au top du top. particulière. donc voilà. Et en fait, le film est clairement mauvais, hein, on va pas se mentir, parce que en gros, toute l'histoire de dépression de Renfield, on s'en fout, mais littéralement, le film est... Alors voilà, il y a déjà le personnage principal qui est d'une fadeur hallucinante. Donc déjà, en termes de construction des personnages, on s'en fout. Après, il y a le filmage avec des fluos de partout en mode sous Benoît Débit, c'est absolument dégueulasse. Il y a les effets gore ultra numériques, cheap, qui sont dégueulasses. Et puis il y a tout ce côté, et puis il y a ce qu'est le film en fait. Et le film, c'est un produit absolument dégueulasse, parce que c'est un truc de petit malin et c'est un truc quasi cynique. Et là, c'est vrai problème, parce que on veut essayer, comme tu le dis, on veut essayer de faire des mèmes Nicolas Cage. On se prétend à faire un truc un peu cool, parce qu'il y a des effets gore. On fait des blagues sur le ska qui reviennent à longueur du film. Sur le ska, voilà. Ils ont un truc contre le ska. Ouais. Ils ont un truc contre Non, le ska. Alors au bout on est d'un où, là, en moment, ça va 2005, bien 5 minutes, mais bon, réécouter un peu de ska, ça vous fera pas, Ça vous fera pas de mal. Hein. Et puis il y a toute une relecture sur le conte Dracula. Alors tu vois, Il y avait pourtant des idées qui étaient pas trop mal, le fait de reproduire les images du Dracula de 31, mais avec De Nicolas Browning, Cage dans avec- le rôle. Pourquoi ouais, mais pas tu sens le truc de petit malin. Mais voilà, mais moi aussi, dès le bout de 5 En minutes, fait- je me suis dit, bah, Mais non. Et puis ça, en va fait, ça va pas être sérieux votre affaire. qu'est-ce que tu fais de Dracula surtout, quoi? Dracula est un personnage mythologique absolument fascinant. Écoute, ça fait longtemps que la figure de Dracula et du vampire a été dévoilée. Tu te Héros- rappelles de Blade 3? Ouais. Héros romantique, voire érotique. Et ici, le conte Dracula Et est héros tragique. héros tragique. Enfin, qu'on prenne la version de... Soit la version de Murnau avec ce physique de Max Schreck absolument hideux, hein, clairement vraie figure horrifique, ou la version totalement fascinante de Gary Oldman dans Dracula de Coppola, film que je porte au nu, film que j'adore, qui me fascine presque autant que le Miami Vice de Michael Mann. Ah, bien, je note. Ici, Dracula est un espèce de loser patenté, personnalité ultra toxique. Pour en faire pas grand-chose. Pour en faire littéralement pas grand-chose. Alors, allez du côté obscur de Dracula.
Allez, pour en faire vraiment un salaud de première. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Mais là, on est sur, voilà, on veut juste se faire des gifs sur la tronche de Nicolas Cage qui en fait des caisses. Et ça, en fait, moi, je trouve ça absolument déplorable. Tu sais, en fait, ça rappelle un peu les projets Grindhouse de Rodriguez et de Tarantino. C'est des trucs qui fonctionnaient sur une bande-annonce de 3 minutes. Et quand ils en ont fait des longs métrages, genre. Non, attends, mais c'est 100 fois mieux. Genre Machete, par exemple. Machete, c'est pas bien. Mais même Machete, c'est mieux. Non, mais Machete, c'est mieux. Mais c'est mieux. Je parlais des projets de bande-annonce qu'ils ont fait, comme par exemple. Ah oui, ouais, la bande-annonce de Rob Zombie. Ou celle de Fu Manchu, justement, avec Nicolas Cage. À un moment donné, ils avaient le projet d'en faire un long métrage. Tu te dis, mais non, évidemment que c'est une idée de merde. C'était une bande-annonce. Et finalement, le projet Grindhouse, c'était intéressant entre les deux films, faire des fausses bandes-annonces. Mais là, c'est le truc, la Redfield, c'est juste des projets cyniques comme le Crazy Bear de Elizabeth Banks, où t'as juste le titre qui est rigolo parce que c'est Cocaine Bear, quoi, genre l'ours de la chenouf, et après le film vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Ça et puis dépasse pas son titre. Le personnage est détestable, c'est mal écrit, il y a une voix off qui surligne tous les trucs, donc t'en peux plus. La relation amoureuse, on va dire, entre la fliquette et Renfield, on s'en bat le steak, mais littéralement, enfin... Oui, sachant qu'en plus, ça prend place dans une espèce de Nouvelle-Orléans, alors où la police est évidemment corrompue, et où la fliquette, alors l'actrice joue de manière très étrange. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, mais moi j'ai eu le sentiment. Il y a un plan notamment où elle se barre dans un couloir, et on la voit marcher de dos, et elle s'arrête 2 fois, et elle se retourne derrière elle comme s'il y avait quelque chose, alors qu'il n'y a rien. Et c'est pas coupé, hein, c'est juste en un seul plan. Elle demandait au réal si de s'arrêter. Et en fait, à un moment, je me suis demandé, à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi le personnage agit de cette... C'est censé être quelque chose de sa psychologie pour montrer qu'elle est marginale par rapport au reste. Je sais, c'est compliqué. On va pas calculer le nombre, on va pas compter le nombre de jump cuts ou de raccords dans l'axe pour essayer de faire attention, ça c'est important parce que là, puis les bastons avec cet effet qui est très désagréable, moi je trouve. Moi j'ai ressenti ça. On dirait un truc des années début des années 2000. Et dans les scènes 20 ans de retard. Et dans les scènes de baston, de vouloir faire croire, tu sais, que tu filmes tout en continu, mais de mettre des cuts à l'intérieur des trucs, et tu sens toi la légère saute au moment du coup de poing, tu vois, au moment de l'effet gore. Et ça, j'aime pas ça. Moi, je préfère avoir une franche. Après, moi je suis un vieux connard. Je préfère avoir une coupe franche et qu'on change d'axe de caméra. Et qu'on me dise clairement, voilà, on passe à un autre plan et pas essayer de se la raconter à faire des trucs à la Kingsman, parce qu'il y a ce côté-là aussi. Hein, il y a ce côté quand il se coupe les cheveux, Erwan, il n'aime pas qu'on lui fasse juste les pointes. Hein, il coupe. Bah non, voilà. Non, il y a ce côté Kingsman, c'est-à-dire que oui, c'est censé être violent, mais en fait, il y a rien, c'est inoffensif au possible, exactement. De toute façon, il y a la preuve, c'est que dans Renfield, il y a un moment, donc les collègues d'atelier contre les pervers narcissiques auxquels participe Renfield, ils se font tous tuer par Dracula à un moment. Et je me disais, ah tiens, bah pourquoi pas, tiens, là tu tues tous les personnages, des personnages voilà, que après tu détestes pas, toi, tu les tues tous. Bah non, mais évidemment, ils sont résurrectés, ils sont ressuscités à la dernière, lors de la dernière scène, donc tout se passe bien, quoi. Tu vois, donc c'est bon, voilà, c'est ça. Film de petits malins. À part 2-3 répliques, tu vois, qui peuvent être, voilà, qui sont pas trop mal, mais c'est vraiment, là, c'est vraiment chercher des, faut vraiment fouiller dans le fumier, pour arriver à trouver une petite crotte de bique. Mais il y a le gros plan, Nicolas Cage qui ouvre la bouche avec les yeux exorbités. Et là, par contre, voilà, moi je conseille, regardez uniquement les scènes avec Nicolas Cage à la suite. Ouais. Écoutez, ça nous fait une cohérence avec la finition, parce que donc là c'est Renfield, Chris McKay, vous parliez de fouiller au fond du tas de fumier et de yeux pour trouver une bouse de vache. C'est à peu près le cas aussi donc de Medellin de Frank Gastambide, son 4e long métrage en tant que metteur en scène, après Les Kaira, après Pattaya, après Taxi 5, après la série Validée sur le hip-hop français Docteur. Donc là c'est Medellin, son nouveau projet pour Amazon Prime. C'est son Ciao Pantin ou... Non, pas vraiment, non. Donc film d'aventure et d'action, donc en Colombie, dans le barrio Escobar, donc le quartier qui avait été construit par Pablo Escobar, où donc Ramzy Bedia, encore perdu dans une merde, a gâché son grand talent dans des conneries pas possibles. Donc il joue un boxeur éducateur de cité avec son meilleur pote, donc Frank Gastambide, et le nain qui joue dans les films de Frank Gastambide, qui joue comme une pelle mais qui met dedans parce que visiblement ils aiment bien faire les trucs avec des nains. Donc le frère de Ramzy se fait enlever en Colombie parce que lui il est fan de Pablo Escobar, et en fait il fait croire qu'il s'est fait enlever. Ramzy et ses potes vont à Medellin, pètent la gueule à un méchant truand et le prennent en otage pour essayer de faire une monnaie d'échange avec son frère, sauf qu'en fait pas de bol, le frère va très bien mais le fils est
Et le mec est évidemment le fils du plus gros patron du cartel de Medellín. Ah, et ouais. donc là, aïe aïe aïe, caramba, ça va partir en sucette à coups de blagues misogynes, de blagues racistes et de scènes d'action. Parce qu'il a quand même l'ambition, l'idée de faire une comédie d'action, un genre de vaudeville d'action, tout ça, machin. Mais torché n'importe comment. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire que, parce que Valentin l'a vu aussi, et je sais qu'il est très enthousiaste sur le film. Il t'a obligé. Non, non, même pas, c'est même tu pas peux nous moi. le dire, Valentin, si tu es victime Non, non. de violence, tu sais, il y a un C'était numéro. de mon plein gré et je regrette amèrement. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc, Tu m'étonnes. à la fois les scènes d'action sont mal montées, les coups sont pas vraiment bien donnés, et il y a des incrustations de plans, mais des fonds verts dans les poursuites qui sont dégueulasses. Et tu vois, t'as un peu l'impression que c'est un produit qu'aurait pu faire Luc Besson il y a genre 15 ans, parce qu'il y a exactement les mêmes tares. Cette passion. Est-ce qu'il y a du parcours? Il y a du parcours. Ah, ouais, parce qu'il y a du parcours. Il y a du débulage, il y a beaucoup trop de courtes focales sur des visages ou bien durant les scènes d'action. Ouais. Donc c'est vraiment torché. C'est hystéro. C'est hystéro n'importe quoi. Et il y a un moment donné, évidemment, une guest star pour faire genre c'est cool. Et la guest star, Un footballeur. c'est Mike Tyson. Mike Tyson qui apparaît là, qui genre ne branle strictement rien de son temps de présence. Qui touche son chèque, à la main déjà tendue hors champ pour avoir le chèque. Exactement, sauf qu'une bonne partie du film, il reste assis derrière son écran pendant que les mecs font la mission. Enfin, this is good, yeah, good punch. Et puis il est juste assis comme un vieux derrière sa télé, quoi. Et avec aussi un rapport à la violence que je trouve assez déplorable. C'est que à un moment donné, quand même, genre, ils butent des gens parce que c'est genre des gens des cartels, mais ça leur pose pas de problème. Non, à un moment donné, Franck Gastambide doit, pour se défendre, genre tuer un mec à bout portant en pleine paix. Là, il fait ah putain, mon Dieu, mais c'est horrible. Et 10 secondes après, il fait allez putain, nique ta mère, bam 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 bam, on va buter tout le monde. Oh là 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 là. Quel gâchis. Bon, comme dirait notre ministre de la Culture, je vous rappelle quand même que ce sont quand même des subventions publiques qui payent ce cinéma. Non, Et, c'est Amazon, donc ça va. Ah oui, merde. Ça, c'est grâce à l'argent des Américains. Putain, grâce bon, à Jeff Bezos. messieurs les Américains, gardez votre argent. Si c'est pour produire de la merde, si c'est pour restaurer le Napoléon d'Abelgance, ok. Si c'est pour c'est de corrompre notre cinéma. Si c'est pour corrompre nos cinémas avec des films de Gastambide, non. Et point chiffon, en plus, d'ailleurs, très très déçu des costumes de Ramsey. Ah, pas assez flamboyant. Ah ouais, mais après, tu sors de Omar la fraise, où là, c'était quand même, ça pétait un peu plus. Ça quoi, manque quand de même, bariolé, alors que quand même, Ramsey, on sait qu'il a quand même une appétence pour ce genre de costume et ce genre de déguisement. Pour le croco et voilà, exactement. le faux croco. Voilà, le faux croco. Quand tu fais un truc où tu te dis je vais faire une comédie genre un peu raciste à Medellín, autant mettre les potards à fond, puis genre et puis y aller à bloc là au milieu, il ramène toujours ses blagues avec des nains, des blagues. Il y a un petit problème avec l'homosexualité, comme ça revient assez régulièrement dans son cinéma. J'allais dire qu'il y a un problème avec l'homophobie, mais non, c'est l'inverse plutôt. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au corps assez particulier. D'accord. Donc voilà, Franck Gastambide de Franck Medellín, je n'en attendais rien et j'ai quand même été déçu. C'est dire. 1h44 quand même. Hein. Oui, c'est bien long ça. Parce qu'au bout d'une heure de film, je dis, oh, mais là, tous les tenants narratifs sont à peu près terminés. Ah, il reste encore 1 heure. Oh là là. C'était un dimanche après. Pour terminer une semaine pourrie. Ouais, voilà. Comment perdre 2 heures de sa vie? Remarque, il y aura écrit le film, moi j'ai pas mieux à dire. Hein, donc voilà, Medellín de Franck Gastambide. Si vous pouvez le faire un détour pour l'éviter, n'hésitez pas. Voilà. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur. Alors, carrément, Fleuret, vous êtes flamboyant. Oui, voilà. Et pas de problème avec l'homophobie. Et non. Avec là-dedans, Pépi, Lucy, Bom et autres filles du quartier, premier long métrage, on va dire officiel, parce qu'il vient après un film amateur et après un film en collaboration. Merci la page Wikipédia, parce que je n'avais pas le titre en entier. Film de 1980, donc premier long métrage officiel de Pedro Almodóvar, film foutraque, certes, mais film révolté, film libre, film en colère, bref. Movida. Film de la Movida. Carmen Maura dans son premier grand rôle, même son premier rôle au cinéma si je ne m'abuse, mais voilà tout ce qui va faire le cinéma d'Almodóvar par la suite, mais ici avec un esprit quepon qui fait bien plaisir à voir.
Merci. C'est disponible actuellement pendant quelques mois sur la plateforme d'Arte. D'accord, docteur. Alors moi, ce sera de la musique, puisque en l'honneur du décès de la très grande Tina Turner, qui est une chanteuse qui est très chère à mes yeux. Ce sera un album que je ne connaissais pas d'elle et que j'ai découvert il y a très peu de temps, qui est un album de 1976 qui s'appelle Tina Turns the Country In, voilà, où elle fait des reprises de chansons de country music, mais en mode soul à la Tina Turner. Donc c'est un mélange de country et de soul, et c'est plutôt... j'avais peur d'être un peu déçu, et en fait c'est plutôt réussi. Et c'est, je crois, l'un des premiers albums qu'elle fait après sa séparation avec Ike Turner. Donc c'est un des albums de la libération. Voilà. Et c'est plutôt pas mal, c'est très agréable à écouter. Merci. Alors, on vous parlait de Nicolas Cage tout à l'heure, quand même, je recommande une fois de plus l'écoute de Discordia et de leur longue saga consacrée à l'intégralité de la filmo de Nicolas Cage. Donc là, ils sont dans les dernières années, il y a des moments douloureux, mais les émissions s'écoutent toujours très bien, c'est érudit, c'est très drôle et c'est hyper intéressant. Et sinon, pour moi, ce sera aussi de la musique avec un groupe que j'ai vu ce week-end, que j'ai enfin vu, Kumano Motor, groupe de hardcore punk de Bayonne, donc du Pays Basque, des gens bien énervés qui font de la musique, qui jouent très très vite en criant très très fort. C'était super chouette. Donc ça t'a plu. Exactement, voilà. C'était très bien. Et donc, on l'a passé tout à l'heure, le nouvel album de Risky, pareil, vaut bien une messe, qui est disponible depuis une dizaine de jours et qui est hyper chouette. On va s'arrêter là, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de toute autre chose, de meilleurs films que les deux derniers dont nous voulons parler, Renfield et Medellin, bien évidemment. Quand même 2 émissions de suite où on se dit, en fait c'était 2 films de genre, on fait, non en fait. Ouais, donc voilà, on verra. Donc voilà, prochaine édition, merci messieurs, et à ciao, bonsoir. Salut. À bientôt.